Oui. Oui. 50 secondes. La France au final, Samuel Umtiti a marqué le seul but contre la Belgique, un match suivi par les Calédoniens. Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de votre édition. La France en finale, Samuel Umtiti a marqué le seul but du match contre la Belgique. Un match suivi par les Calédoniens au pays, à l'étranger et même dans le stade à Saint-Pétersbourg qui affrontera les Bleus entre la Croatie et l'Angleterre. Le point avec Jamie Waymo dans quelques instants. Plus de 1000 mètres cubes de fioul lourd et gazole et d'huile évacuée. C'est le bilan du Haut Commissariat un an tout juste après l'échouement du quai à Trader où en est le refoulement du porte-conteneurs. Réponse dans cette édition. Et puis la suite de notre feuilleton consacré aux chiens, l'ami fidèle de l'homme. Ce soir, coup de projecteur sur Bruce, la mascotte de la maison de retraite. Nous verrons que sa présence fait le bonheur des pensionnaires. Les Bleus en finale de la Coupe du Monde, 20 ans après le sacre de Didier Deschamps et ses coéquipiers en 1998. Cette nouvelle génération est à un match du Nirvana. Retour sur cette demi-finale grand format avec Jamie Waymo. C'est notre rubrique Coupe du Monde. La joie des supporters. La victoire des Bleus face aux Diables Rouges témoigne d'un ouf de soulagement au bout d'un match où les hommes de Didier Deschamps n'ont pas pu s'autoriser la moindre seconde de respiration. La pression belge débute dès la 19e minute avec cette frappe d'Eden Hazard qui aurait pu faire mouche si elle n'avait pas été déviée de la tête par le défenseur français Raphaël Varane. 2 minutes plus tard, les Diables Rouges maintiennent la pression sur corner avec cette frappe de De Bruyne, bien anticipée par le capitaine Hugo Lloris. Un gardien des grands soirs. Pour être champion, il faut avoir un grand gardien et il le démontre. Kylian Mbappé qui décale magnifique pour Pavard. Sa frappe croisée vient heurter le pied droit de Thibaut Courtois, le portier belge. Les Français maintiennent la pression avec ce contre mené par un excellent Blaise Matuidi. Il trouve Olivier Giroud dans l'axe, contrôle orienté, frappe au pivot. Contré par le défenseur Vincent Kompany. Corner pour les Bleus. C'est placé au premier poteau pour Umtiti. But 1-0 pour la France. Et oui, il peut danser Samuel Umtiti. Ça fait son 3e but sous le maillot de l'équipe de France. Ça y est, c'est terminé. La France est en finale contre la Croatie ou l'Angleterre. Réponse demain à 5h du matin. Voilà, on peut ressentir la joie de Jamie Waymo. Bonsoir, Jamie. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Steve Lègle. Bonsoir. Alors, une réaction par rapport à cette victoire? Allez les Bleus. Voilà, le mot est dit, Jamie. Allez les Je te laisse la Bleus, suite. belle victoire, magnifique victoire des Bleus qui ont fait preuve de maturité encore une fois sur ce match, Steve. Tout à fait, qui ont fait preuve de maturité et qui ont, à mon sens, maîtrisé, à part peut-être les 20 premières minutes du match, les Belges. Donc magnifique victoire. Et dans les tribunes, il y avait bien entendu des Calédoniens. Je vous propose de regarder cette vidéo, cette réaction à chaud d'après-match réalisée par Khalid Kacho, un de tes collègues, président du comité provincial Île de football. Il a assisté à cette demi-finale, comme d'ailleurs tous les matchs de l'équipe de France. Il y était et il nous propose sa petite réaction à chaud. On regarde. Voilà, ça chante, ça danse. Pour les Français, ça risque de chanter, danser encore toute la nuit, jusqu'à demain et peut-être plusieurs jours, attendant la finale sur Moscou. Voilà, on est content de voir les Péruviens, les Brésiliens aussi participer à la fête, les Mexicains, les grands perdants, malheureux de cette Coupe du Monde, qui était aussi de la fête. Les supporters n'ont pas arrêté de chanter aussi Russia, Russia.
On a trouvé le porte-bonheur des Bleus, Khalid Kacho. Tout à fait, la mascotte des Bleus. Sans que les Bleus ne sachent. Donc du coup, oui, pour revenir sur cette rencontre, sur cette belle victoire des Bleus en demi-finale, c'est la 3e victoire en 3 rencontres en Coupe du Monde entre l'équipe de France et les Diables Rouges. Steve, encore une fois, ils ont fait preuve de maturité, mais sur ce qu'on a vu aussi sur ce match, c'est la maîtrise. Ils ont su gérer les temps forts et les temps faibles et ça les a réussi. Tout à fait, on a pu voir une équipe de France tout en maîtrise, comme on l'avait dit lors des précédentes émissions, et ils ont montré qu'ils étaient très disciplinés en défense et qu'ils savaient très bien contre-attaquer, et voilà, ils ont su déjouer, on va dire, la tactique belge. Donc, clairement, on a bien vu le leadership de Paul Pogba, qui a été vraiment le maestro de cette rencontre. Il a accéléré quand il voulait, il a ralenti le match quand il voulait. On a trouvé le leader des Bleus, Steve. Tout à fait, c'est vraiment, il est là où moi aussi je l'attendais personnellement. Il a su bien maîtriser en défense, relancer proprement. D'ailleurs, à un moment donné, il offre une superbe balle de but à Mbappé. Malheureusement, un petit peu trop forte et Courtois sort bien. Donc voilà, il a fait un grand match. Alors justement, Thibaut Courtois, le gardien de l'équipe belge, interrogé par les journalistes de Beansport à l'issue de cette rencontre, il a reproché à l'équipe de France de ne pas avoir joué, de n'avoir que défendu durant cette rencontre. Il a dit, je cite, nous on a joué au football, en face il y avait une équipe qui ne faisait que défendre. Une réaction, après je donnerai mon point de vue. Après, c'est une réaction de quelqu'un qui a été frustré d'avoir perdu une demi-finale. C'est un peu normal, mais j'ai envie de lui répondre, c'est un peu ce que la Belgique a fait contre le Brésil. Oh, ok, on se rejoint. On se retrouve, c'est un peu ce que la Belgique a fait contre le Brésil. Et donc, du coup, un mot sur… pour revenir à Khalid Kacho, il va assister à la demi-finale demain entre la Croatie et l'Angleterre, mais également à la finale. Une finale, Steve, que tu assisteras aussi. Tout à fait, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir assister à la finale puisqu'on a été exceptionnellement invité par le président de la FIFA. Donc voilà, et tant mieux pour moi, c'est la France qui est en finale. Bon, on l'avait un peu prédit, j'avais pressenti comme ça. Donc ça se réalise, je suis très heureux et j'avais prédit depuis le début une petite finale France-Angleterre. J'espère que ça va se réaliser et qu'on va assister à un beau spectacle. Un petit duel entre le coq et le lion. Tout à fait. J'ai une question à poser à Steve L'Aigle. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette finale? Vous serez quand même dans le stade, vous allez vivre ça en réalité? Eh bien, l'émotion que j'ai pu avoir toutes ces années en regardant les finales à la télévision avec mon père. Donc, j'espère revivre ces émotions-là et puis surtout revivre France 98. Ça serait pas mal. Mais après, voilà, du beau spectacle et puis que le meilleur gagne surtout, après, peu importe. Est-ce que vous étiez au stade en 98 lors de la victoire des Bleus? Non, j'étais comme tout le monde devant mon poste de télévision et puis après on s'est tous retrouvés sur Lansvata. Voilà, à Lansvata, Steve, où tout le monde a dansé, où il y avait une belle communion entre les Calédoniens de toutes origines. C'était magnifique à Lansvata. Ils ont dansé toute la matinée juste après cette finale. Les supporters français, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, juste après cette demi-finale face à la Belgique, Kacho, Khalid l'a prédit, les supporters vont danser jusqu'à la finale. Comme vous pouvez le voir sur ces images, sur l'avenue des Champs-Élysées, eh bien, c'était la joie, la liesse. Et c'est ce qui est magnifique dans le sport. Il n'y a que le sport qui nous procure ces sensations-là et, voilà, et aussi le football. Ça réunit et c'est festif, quoi. Le football, il faut garder cette image, c'est festif. Ça réunit une société quand ça ne va pas, quand il y a des problèmes. Et là, on le voit, le football, certains disent que c'est le dopage pour une société qui souffre. Et là, ça fait du bien de voir l'équipe de France en finale. C'est vrai, c'est le dopage pour une société qui souffre, mais encore faudrait-il que l'équipe gagne. Donc là, on a la chance, la France est en finale. En tout cas, on nous a apporté des frites sur le plateau. Pourquoi des frites? Ce sont des frites qui nous ont été apportées par Steve L'Aigle. Alors pourquoi des frites? Tout simplement parce que… C'est le petit clin d'œil à la Belgique, c'est le plat préféré des Belges. Donc voilà. Alors, moule frites. Ils se sont régalés, les Français. J'ai une question pour Steve. Steve, à la fin du match des Bleus, pour revenir à cette demi-finale, on a vu les actions de Mbappé. Est-ce que les Bleus n'ont pas pourri la fin du match en fait? Non, après, on va dire, c'est le but du jeu. Hein. Quand on veut gagner une demi-finale et aller en finale, à un moment donné, il faut savoir garder le ballon. Moi, je regrette qu'ils l'ont peut-être fait un peu trop dans le match, c'est-à-dire quand il restait encore 20 minutes, ils ont commencé un peu à garder le ballon, alors qu'il y avait des beaux contre à jouer. On a pu voir notamment l'occasion de Tolisso. Dommage qu'elle n'ait pas été au fond. Ils auraient pu tuer le match avant. Ils auraient pu tuer le match avant. Ils avaient de belles occasions. Mais après, voilà, quand on est dans les arrêts de jeu, il reste 1 minute 30, 2 minutes.
Voilà, on cherche toujours à gagner du temps et toutes les équipes le font aujourd'hui. Et En tout cas, on aurait pu leur reprocher de ne pas l'avoir fait s'ils avaient Ouais. été égalisés. Voilà. En tout cas, les réactions étaient nombreuses sur le net, mais également sur les chaînes nationales. Les réactions des franchises qui évoluent en NBA, c'est-à-dire le championnat professionnel de basketball aux États-Unis. Et bien ici, on avait notre star du mouvement sportif français, Daniel Narcisse, surnommé Air France 8. Donc, handballeur professionnel, multiple champion d'Europe, multiple champion, 3 fois champion olympique, triple champion du monde. Il est de passage sur le territoire et on a profité de l'occasion pour une réaction. On l'a sollicité pour une réaction justement après cette victoire de l'équipe de France face à la Belgique. On l'écoute et il répond au micro de Duke Menongo. Ouais, c'est top, c'est top. Ils se sont récompensés un peu de tout le travail qu'ils ont effectué depuis le début de la compétition et aujourd'hui ils montrent des qualités, beaucoup de sérénité et de confiance dans leur jeu. Maintenant, le plus dur reste à faire. Donc voilà, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire gagner cette finale. Il serait ridicule de gagner la demi-finale pour perdre en finale, Steve. En tant que compétiteur. D'ailleurs, à la fin du match, c'est ce qu'a bien souligné Pogba. Voilà, comme on a dit, on a cherché un leader. Il a bien dit, on a perdu la finale de la Coupe d'Europe parce qu'il faut oublier que ces jeunes-là sont aussi vice-champions d'Europe. Oui. Donc ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils étaient là et que le football européen était là. Et d'ailleurs, voilà, ils sont finalistes, c'est seul en place et qu'il fallait se concentrer et ne pas faire la fête trop tôt. Donc merci Jamie, merci Steve pour les frites et puis si c'est l'Angleterre, vous viendrez avec du pudding plutôt lundi. Merci. Voilà, du pudding lundi. On viendra du pudding. On mange bien en tout cas. Merci Elise, merci à tous. Voilà, et on rappelle que la demi-finale c'est demain matin entre l'Angleterre et la Croatie et la grande finale qui sera regardée par tout le monde. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Voilà, on a entendu Daniel Narcisse sur la victoire des Bleus. On va l'entendre maintenant sur son sport à lui, le handball. Parrain du pôle espoir féminin calédonien, il veut partager les valeurs du sport de haut niveau aux jeunes filles au stade de Magenta aujourd'hui. On l'écoute. On a vu des jeunes filles avec beaucoup de motivation et beaucoup d'envie. Elles en veulent beaucoup sur le terrain, donc de pouvoir venir partager ce genre de moments avec elles et aujourd'hui encore avec tous les gamins qui sont venus jouer, c'est que du bonheur. J'étais assez surpris par la qualité individuelle qu'ils avaient. Ils ont beaucoup de qualités physiques. Après c'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot, il faut ce qu'elles font jusqu'à présent, d'aller voyager un petit peu, notamment en métropole pour voir la compétition et de se donner un petit peu quelques images de ce que ça peut représenter le haut niveau. C'est hyper intéressant pour elles. Il faut rêver, il faut que les jeunes rêvent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'équipe de France de handball, on a des joueurs qui viennent du monde entier, c'est-à-dire qu'on a des Français évidemment, mais on a aussi des jeunes qui sont originaires de la Martinique, des Antilles, de la Réunion. Donc il ne faut pas hésiter à rêver. Et je crois surtout que le fait de venir d'une île comme moi à La Réunion, ici encore la Nouvelle-Calédonie, c'est un atout pour cette équipe de France. On est capable par notre jeu de montrer, même si par moments on manque de rigueur et de discipline, mais on est capable de surprendre un petit peu nos adversaires. Donc, et je crois qu'avec notre culture aussi, on arrive à mettre une certaine ambiance dans ces équipes de France qui est importante dans la vie du groupe. Voilà, Daniel Narcisse qui était au micro de Duke Menongo. Dans l'actualité politique, le Rassemblement, les Républicains, ouvre un espace de parole aux Calédoniens. Les conventions ouvertes. Alors qu'est-ce que c'est? Réponse de Virginie Ruffnack, secrétaire générale du parti, au micro de Duke Menongo. Eh bien, pour un non massif à l'indépendance, la victoire la plus large possible du non à l'indépendance, nous pensons qu'il faut rendre concret le projet d'une Calédonie dans la France. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place ces conventions ouvertes qui associent les acteurs de la société civile, mais aussi l'ensemble des Calédoniens, pour construire ensemble un projet dans la France. Et nous pensons que cette concertation, elle est indispensable. C'est une forme de lieu d'espace et d'échange. La première est consacrée à la santé,
Quel système de santé voulons-nous pour la Nouvelle-Calédonie dans la France? La prochaine, donc ça c'est le 21 juillet, la santé à la Maison de la Jeunesse de Dimbéa. Le 25 août à la CCI, ça sera quelle économie souhaite-t-on pour la Nouvelle-Calédonie et comment peut-on développer le nickel en Nouvelle-Calédonie de manière la plus profitable pour l'ensemble des Calédoniens et au sein de la République française. Enfin, vous voyez, ensuite il y aura une convention éducation, puis une convention agriculture, développement durable, environnement bien sûr, sécurité et puis une convention propre à l'identité mélanésienne. Les Malaisiens ont souhaité vraiment travailler sur cette identité et montrer tous les arguments qui prouvent qu'ils peuvent être fiers d'être Kanak tout en étant très fiers d'être français et qu'au contraire, les deux ne sont pas antagonistes mais sont très complémentaires. Et nous en avons profité pour demander à Virginie Ruffnack sa réaction face aux tensions qui touchent le mouvement populaire calédonien. Le parti reproche à Galliano d'avoir participé au groupe du dialogue sur le chemin de l'avenir. On écoute Virginie Ruffnack. La vie politique n'est pas un long fleuve tranquille, mais je dirais que le Rassemblement est un mouvement historique qui a 40 ans. Donc nous, aujourd'hui, on essaye de se déplacer au-delà de ces querelles d'appareils politiques pour vraiment se positionner dans un dialogue direct et de proximité avec les Calédoniens pour défendre notre conviction qu'il faut vraiment que le nom le plus large possible l'emporte le 4 novembre. Et donc, si vous voulez, bien sûr, on le regrette qu'il puisse y avoir des voix dissonantes, mais en l'occurrence, nous, on est très concentrés sur cet objectif. Politique toujours, une délégation du FLNKS est en Australie depuis 3 jours pour expliquer comment le Front veut mener sa campagne pour le oui au référendum. Elle présente aussi par la même occasion le projet de société des indépendantistes. La délégation menée par Daniel Goa a rencontré Mme Bishop, ministre australienne des Affaires étrangères. Elle a rencontré des syndicalistes et des hommes politiques à Melbourne, puis à Canberra. Demain, cap sur Sydney. La mission s'achèvera ce samedi. Des images de Charles Weir. La mission de désenchement du quai à Trader continue 1 an après. Cela fait tout juste 1 an que l'incident a eu lieu. Plus de 1000 mètres cubes de fioul lourd, de gasoil et d'huile ont été évacués. 399 mètres cubes de débris, mais aussi 697 conteneurs débarqués. Le Haut-Commissariat et la Sécurité civile ont dressé le bilan. Écoutons Thierry Lataste, haut commissaire. Alors on continue à faire ce qu'on appelle le caretaking jusqu'à présent et qui va être la préparation de l'opération dans l'année, c'est-à-dire sortir tout ce qui peut être sorti, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir les moyens les plus lourds pour les 2 grosses parties du bateau pour sortir les bouts de conteneurs, le mobilier du bateau, donc tout ceci est déjà en cours et va être poursuivi dans les mois qui viennent. Il faut aussi dire que les conditions de mer sont extrêmement dures sur le récif Durand, que la période cyclonique, la période qui allait de la fin de l'année au mois d'avril a été très propice aux travaux. Donc on peut craindre que ce soit le cas à nouveau l'an prochain. On a pu monter sur le bateau moins de 40% des jours depuis le début du sinistre. Donc ça nécessite du temps, des précautions, puisqu'on s'est fixé comme objectif tenu jusqu'à présent de ne pas avoir de suraccident, de ne pas avoir de pertes humaines notamment. Voilà, près de 650 personnes ont été recrutées par l'armateur pour dépolluer les plages. La sécurité civile déclare qu'il n'y a pas de danger concernant la pollution. Écoutons maintenant Charles Baumann, chef du service opération de la sécurité civile. Aujourd'hui, ce qui arrive encore sporadiquement, c'est quelques mousses de polyuréthane, puisque c'est les mousses qui étaient en fait constitutives des caissons frigorifiques qui étaient à bord. Lorsque ceux-ci ont été impactés par les différents cyclones, ils se sont brisés et les mousses qui flottent, il n'y a pas de secret, arrivent sur les plages. Alors c'est plutôt une pollution visuelle qu'autre chose, puisqu'il y a beaucoup moins de danger, il y a quasiment une absence de danger de par ces mousses. Pour autant, voilà, c'est des champs de mousse qui peuvent arriver par moment sur les différentes plages et qui, elles, nécessitent un travail important puisque c'est beaucoup plus lourd et plus important puisqu'on en est là à 18 tonnes de mousse qui ont été traitées pour l'heure. Voilà des propos recueillis par l'INSEE à WAMO. Au premier semestre 2019, l'entreprise chinoise devrait fournir l'équipement pour enlever définitivement le porte-conteneur. Alors que s'est-il passé durant 1 an sur le récif Durand? Le rappel des faits avec l'INSEE WAMO. Demain, triste anniversaire. 1 an que le quai à Trader s'est échoué sur le récif Durand. La gestion de cette affaire s'est déroulée en 5 phases.
D'abord, le retrait des hydrocarbures. Selon l'État, c'est près de 1000 litres d'hydrocarbures qui ont été relâchés par le Kea Trader. Ce volume correspond en fait à la centaine de fioul ramassés par un navire des forces armées de Nouvelle-Calédonie et aux 585 kilos de boulettes de fioul ramassées sur les plages. La deuxième phase, l'allègement pour le déséchouement. Durant cette opération, 687 containers ont été extraits du Kea Trader. Aujourd'hui, 13 sont encore à bord. Certains contiennent des produits qualifiés dangereux comme des voitures, de la peinture ou des batteries. 72 autres conteneurs ont été perdus à la mer. Selon l'État, ces conteneurs ne comportaient pas de produits dangereux, mais l'impact sur le récif est plus que probable. La troisième phase, c'est la tentative de renflouement, autrement dit, la remise à flot du bateau. Et la quatrième, c'est le car-taking ou dépollution du navire pour arriver à la phase 5, l'enlèvement de l'épave. L'évaluation de l'impact sur le récif est faite par une société du nom de Polaris. Une société qui s'appelle Polaris a été chargée de faire un état initial du récif, puisqu'il était dans son état primitif à part ce cheminement. Actuellement, Polaris a à nouveau été chargé d'une mission qui est d'évaluer l'impact environnemental de la situation actuelle et des méthodes qui sont proposées pour sortir l'ensemble des débris qui restent. Il y aura un dernier état des lieux qui sera fait bien sûr à la fin des opérations, au moment où on considérera que tout ce qui pouvait être sorti aura été sorti. C'est la comparaison de ces trois études qui permettra de savoir ce qu'en définitive a été le préjudice écologique. Le récif devrait retrouver son état de nature finalement qu'en fin du premier semestre 2019, date à laquelle l'entreprise chinoise SSC fournira l'équipement pour enlever l'épave. En bref, 7 personnes piquées par des méduses près de l'îlot Ténia à hauteur de la passe de Saint-Vincent, en passant par l'îlot Goldfield à hauteur de la passe de Itoé et dans la zone de l'îlot Amba. Ces personnes présentent aujourd'hui des douleurs vives, vomissements et ont des difficultés à respirer. La direction des affaires sanitaires et sociales recommande de ne pas se baigner dans ces différents lieux pour le moment et ne pas tenter de toucher ces méduses dont l'espèce n'est pas connue. Culture, cette fois-ci, la situation de la médiathèque de l'Ouest Akoné devrait s'améliorer grâce aux promesses de budget. Après son déménagement à l'école Les Flamboyants, les activités habituelles devraient faire leur retour. Les précisions de Jean-François Corral, président du collectif Sauvons nos médiathèques. En réalité, les médiathèques du Nord ont souffert depuis le début de l'année d'une absence de crédit qui s'est traduite par l'impossibilité de faire fonctionner l'équipement. Impossibilité d'acheter des livres, des revues, des supports numériques et également impossibilité de mettre de l'essence dans les véhicules. Voilà la situation qui perdure depuis le mois de janvier. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est simple, c'est que grâce à notre action, entre autres, à l'action du personnel, à l'action des associations, de la Ligue des droits de l'homme, de l'ensemble des signataires de la pétition et aussi du concours de nos élus, nous avons pu faire quelques avancées. D'abord, la médiathèque Ouest a pu réouvrir dans des locaux provisoires aux Flamboyants. Deuxièmement, nous avons obtenu de la mairie de Koné qu'elle réintègre le financement de la médiathèque Ouest au budget supplémentaire et au budget primitif 2019. Et ensuite, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, nous avons réussi à obtenir un engagement de la part du président du gouvernement d'un crédit supplémentaire de 15 millions de francs CFP accordé à la médiathèque du Nord et aux 3 établissements pour les périodiques. 3 établissements, c'est-à-dire Médiathèque du Nord, Médiathèque Ouest et Bibliothèque Bernheim pour l'achat de revues. Et enfin, grâce à un reversement de la Nouvelle-Calédonie prochain à la province Nord, normalement, il devrait y avoir 35,5 millions de crédits accordés au budget supplémentaire pour le fonctionnement de nos 2 médiathèques, pour leurs activités. Voilà des propos recueillis par Mathieu Le Barbie. Les Bleus sont les stars du moment grâce à leur victoire en demi-finale face à la Belgique. Nous, on voulait aussi vous présenter notre star ce soir, c'est Bruce, le chien de la maison de retraite de Bourail. Le compagnon des pensionnaires leur apporte de la joie de vivre. Ce soir, coup de projecteur sur la mascotte de nos anciens, un reportage dans le feuilleton de la semaine.
Bonjour, bienvenue à la Brossarde. Bruce vous accueille. C'est notre chien. On a la particularité d'avoir un chien qui accueille les invités. Je vous en prie. Bruce est la 35e résidente de la Brossarde. Nous l'avons adoptée il y a 8 mois à peu près. Elle est venue enrichir le bien-être et la vie de nos résidents au sein de la maison de retraite. Elle a à peu près 4-5 ans et elle est arrivée ici donc il y a 8 mois. Elle vient de la Spank. Elle a été choisie par le responsable de la BEC, de Bourail, histoire d'avoir un bon chien. Grosse patate. Grosse patate. Ah, on fait des bisous. Donc vous voyez par exemple, voilà, elle est totalement habituée à Justine, qui a une petite malformation des mains, ça ne lui pose aucun souci. Elle sait exactement comment se positionner sans faire mal à Justine. Elle ne bouge plus. Justine, tu l'aimes bien, Bruce? Oui. Oh là là là, ah là là, des bisous, ah, dégoûtant. Voilà, c'est un amusement. Justine est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Donc du coup, Bruce, c'est sa copine de jeu. Elle est très légère, donc elle peut monter sur les genoux sans aucun problème. Elle n'est pas très habituée, elle sait à qui le faire et à qui ne pas le faire. Allez, Bob, c'est bon là maintenant, il y en a marre. Hey! Maggie est un petit peu la maîtresse officielle de Bruce parce qu'il en faut une et que c'est Maggie qui... toujours un métier là. Voilà. Et qu'elle lui a donné à manger quand elle est arrivée la première fois. Donc Bruce aime Maggie, Maggie aime Bruce. Ouais. Et donc elles ont un petit rituel effectivement, c'est la balade. Ça vous rappelle quoi d'avoir un chien avec vous? Ben moi j'en avais un, avant j'avais un chien loup. Il était très intelligent. Ça vous fait du bien d'avoir un chien ici avec vous aussi? Ben oui, hein, je voulais toujours un chien, moi là j'ai un chien quand même. Il a mis du temps, mais enfin ça arrive quand même. Viens, viens madame. Il donne à manger, elle a dormi dans ma chambre. Il n'y a pas un petit caca dans la chambre, alors j'ai oublié de la mettre dehors. Non, elle va toute seule, la nuit, elle part dans la cour, et puis elle va faire ses besoins. C'est vous qui vous en occupez alors? Voilà, maintenant elle dort à la porte maintenant. Quand j'étais petite, oui, j'avais des chiens. Mes parents avaient beaucoup de chiens. Mais c'est un chien, moi. Et c'est vous qui avez demandé à ce qu'il y ait un chien ici? Ah oui, j'ai demandé un chien, oui. Il était abandonné. Ils allaient le mettre à la fourrière et puis on l'a trouvé à temps, quoi. Il s'agit du tonton Bruce, plus communément appelé sous le nom de Jean-Dominique, le directeur de la BEC. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui a choisi Bruce à la Spank, c'est lui qui vient l'éduquer, au moins pendant 6 mois. Et d'ailleurs, on peut voir effectivement la fête qu'elle a dû lui faire quand il est arrivé, parce qu'il la maltraite, mais pour son bien et pour le bien des résidents surtout. Le personnel soignant qui s'occupe d'eux est compétent, fait son boulot, etc. Mais ils n'ont pas le temps de consacrer, 5 minutes, s'arrêter 5 minutes, parler un petit peu, prendre dans les bras, quoi. Quelqu'un qui peut prendre un petit chien comme ça, le prendre dans ses bras, le dorloter, ça ne se calcule pas, quoi, le plaisir qu'il peut en retirer, quoi, en fait. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, suite de notre feuilleton demain avec le portrait d'un dresseur de chiens. Et enfin, pour refermer ce journal, le Nord se déplace à Nouméa pour les jeudis du centre-ville et Micheline Boéné, styliste de Canala, prépare ses robes pour l'événement depuis 6 ans. L'an dernier, l'une de ses robes avait été sélectionnée pour le défilé des candidates de Miss Calédonie. Cette année, Micheline n'a pas assisté au concours, mais elle sera présente demain au jeudi du centre-ville.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Après la météo, vous pourrez suivre notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Et l'actualité, c'est bien sûr le SOFIP. Bonne soirée.